Pourquoi vouloir à tout prix faire maigrir une personne en surpoids, qui va physiquement et psychologiquement bien? Dans cette vidéo nous allons voir les différents types de traitements diététiques, ses avantages et ses inconvénients. Il existe 3 moyens thérapeutiques d'obésité: le traitement diététique, le traitement médicamenteux, activité physique, approche cognitivo-comportementale. Le traitement diététique. L'objectif est que la personne obèse, à travers des modifications durables de ses habitudes, parvienne à retrouver un équilibre nutritionnel et une meilleure santé psychologique et somatique. Les difficultés sont considérables, car les contraintes portent sur des dimensions majeures de la vie quotidienne. L'alimentation et l'activité physique. Autrement dit, qui se contentait de donner des conseils généraux hygiénistes type régime à 1200 kcal par jour pour tout le monde ou exhortation à la pratique sportive, donne peu de résultats. L'analyse de rapport bénéfice-risque doit guider l'ensemble de la démarche thérapeutique. L'objectif est de faire perdre du poids pour améliorer la qualité de vie et diminuer le risque de comorbidité. La première étape est donc d'évaluer les bénéfices que le patient peut attendre de la prise en charge et les risques des traitements proposés. Il n'est pas forcément nécessaire de perdre beaucoup de poids pour qu'un régime soit efficace. L'expérience montre que plus la perte de poids est importante, plus le risque de rechute, voire de rebond pondéral, est important. Le concept de modification globale du mode de vie est en train de remplacer celui de régime. La personne obèse est amenée à changer son alimentation habituelle, mais aussi son activité physique et plus généralement son comportement. Il importe en effet de comprendre les déterminants qui ont conduit le sujet à avoir une alimentation inadaptée, hypercalorique ou hyperlipédique, et à devenir sédentaire. Les programmes de prévention du diabète de type 2 ont montré l'efficacité des approches plurifactorielles, une perte de poids de moins de 5%, associée à un changement global du mode de vie, permet de réduire le risque d'apparition du diabète d'environ 50%. Les médicaments de l'obésité sont utiles non seulement pour perdre du poids, mais surtout pour faciliter la stabilisation pondérale. Il est donc logique de les utiliser au long cours lorsqu'ils sont efficaces, c'est-à-dire chez les sujets répondeurs, tout en surveillant soigneusement leurs effets indésirables. Traitement diététique. Les différents régimes sont ici décrits par grandes catégories. Le choix tactique se fait en 2 étapes. Le niveau du déficit énergétique conditionne l'ampleur de la perte de poids, que la restriction calorique porte sur les lipides, les glucides ou les protéines. Le choix qualitatif, c'est-à-dire celui du type de régime, influence considérablement l'adhésion initiale et l'observance à long terme qui sont évidemment déterminantes. Niveau de restriction énergétique pendant la phase de perte de poids. On distingue 3 types de régimes en fonction du déficit calorique et de la durée. Les régimes peu restrictifs personnalisés ont la préférence dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques. Par rapport aux régimes plus sévères, l'observance est meilleure et les résultats sont comparables à moyen terme. Ils sont prescrits pour quelques mois, 3 à 6 mois. Les régimes à bas niveau calorique, Low Calorie Diet, LCD, 800 à 1200, 1500 kcal par jour, imposent une diminution considérable, de 30 à plus de 50%, des apports énergétiques par rapport aux besoins du sujet. Ils sont donc difficiles à suivre longtemps et exposent au risque de carence nutritionnelle. Leur durée ne doit pas dépasser quelques semaines. Les régimes à très basse valeur calorique, Very Low Calorie Diet, VLCD, inférieurs ou égal à 800 kcal par jour, soulèvent actuellement plus de questions sur leurs indications que sur leur tolérance clinique. Très efficaces, ils font perdre 4 à 8 kg par mois, mais le risque de rechute est très élevé. La perte de masse maigre peut être conséquente, notamment quand le degré d'obésité est mineur. Les recommandations françaises précisent que ces régimes doivent être utilisés sous contrôle médical strict, pour des périodes ne dépassant pas 4 semaines. Choix qualitatif et stratégie diététique. Il est d'usage d'exprimer les apports alimentaires en macronutriments en pourcentage des apports énergétiques totaux, AET. La plupart des recommandations proposent que 45 à 65% des apports énergétiques totaux proviennent des glucides, G, 20 à 35% des lipides, L, et 10 à 35% des protéines, P. Le rapport GLP habituellement recommandé est voisin de 50-30-20%. Le choix tactique porte sur la proportion de glucides et de lipides. L'apport de protéines doit être d'au moins 0,8 g par kg par jour. Conseils nutritionnels,
La prescription d'un régime au sens classique du terme n'est pas obligatoire, elle peut même être dangereuse chez certains patients, en particulier ceux qui se trouvent en restriction cognitive et qui ont déjà largement expérimenté ce type d'approche. À la suite de l'évaluation nutritionnelle préalable, le clinicien propose des mesures simples destinées à donner au sujet la possibilité de retrouver une alimentation équilibrée et diversifiée, adaptée à ses besoins et à ses habitudes de vie. Le but n'est pas d'imposer des normes alimentaires contraignantes mais plutôt de s'adapter au mieux à la personnalité du sujet, à son contexte et à ses demandes. Voici quelques conseils de bon sens pour diminuer les apports énergétiques. Limiter la consommation des aliments à forte densité énergétique, riches en lipides ou en sucre simple et les boissons sucrées ou alcoolisées. Choisir des aliments de faible densité énergétique, fruits, légumes, boire de l'eau. Contrôler la taille des portions. Diversifier les choix alimentaires en mangeant de tout, pour assurer un équilibre entre les macronutriments et un apport suffisant en micronutriments. Manger suffisamment à l'occasion des repas, ne pas manger debout mais s'asseoir bien installé à une table, si possible dans la convivialité. Structurer les prises alimentaires en repas et en collations en fonction des nécessités du mode de vie du sujet, en général, 3 repas principaux et une collation éventuelle, ne pas sauter de repas pour éviter les grignotages extraprandiaux favorisés par la faim. Détecter une éventuelle tachyphagie dont le sujet n'est habituellement pas conscient, mais que signale l'entourage. Reconnaître et lever les tabous alimentaires, les fausses idées, sources de frustration et de désinhibition. Prétendre ne jamais manger du chocolat est illusoire, quand on est amateur. Rassurer le sujet quant à son droit au plaisir alimentaire, la convivialité des repas est souhaitable. Régime dit équilibré, modérément hypocalorique, la prescription la plus utilisée, car suffisamment efficace et facile à suivre, est de proposer une alimentation équilibrée en glucides, lipides et protéines, GLP, 50-35-15% des AET, mais réduite de 15 à 30% par rapport aux besoins calculés du sujet. Le déficit énergétique souhaité est de 500 ou 600 kcal par jour. Les apports énergétiques varient par conséquent de 1200 à plus de 2200 kcal par jour, voire beaucoup plus. Se référer aux besoins énergétiques calculés du sujet peut être utile, précisément pour éviter de prescrire une restriction trop sévère par sous-estimation des apports alimentaires habituels du sujet. Ce type de prescription, compatible avec une activité physique normale, a l'avantage de pouvoir être personnalisé, car il tient compte des habitudes et des préférences alimentaires du sujet. L'observance au long cours en est indiscutablement favorisée. Il suffit de diminuer un peu la consommation d'aliments riches en lipides ou en sucre et d'augmenter celle des aliments riches en glucides complexes, féculents, fruits et les légumes, tout en contrôlant davantage les prises alimentaires extraprandiales. Cette alimentation, qui est en somme une première étape vers une alimentation durablement diversifiée et équilibrée, a la préférence de la majorité des spécialistes de l'obésité. D'autres approches sont possibles dont la validité est discutée, car à moyen terme aucun régime pauvre en ou riche en n'a fait la preuve de son intérêt. Régime hypolipidique, le régime pauvre en graisse, low fat diet, consiste à limiter la consommation de tous les aliments gras et à remplacer une partie des calories manquantes par des aliments riches en glucides ou en protéines. Les apports de lipides représentent ici de 30%. À moins de 10% des ET, GLP, 55-30-15 à 70-15-15% des AET. Mais attention, réduire les lipides sans réduire les calories n'est pas efficace. Régime hyperprotidique. Les aliments riches en protéines sont favorisés aux dépens de l'apport en glucides ou en lipides. L'augmentation de l'apport protéique de 15 à 35% des AET pourrait avoir un impact favorable sur la satiété. On conseille aussi de limiter les apports de graisse, GLP, 45-30-25 à 40-30-30% des ET. Mais, en pratique, il est difficile de favoriser la consommation de protéines sans augmenter la ration de lipides. Régime hypoglucidique. La consigne est simple et facile à suivre. Évitez de consommer des aliments riches en glucides, pain, féculents, légumineuses. Il est pratique de classer en 2 types ces régimes hypoglucidiques qui connaissent actuellement un certain succès populaire. Les régimes hypoglucidiques modérés, low carb diet, apportent moins de 45% des calories sous forme glucidique. Le ratio GLP est donc proche de 40-30-30%. Les régimes sévères, very low carb diet, limite les glucides à moins de 50 100 g par jour, soit moins de 10% des ET. La réduction,
moins de 50 grammes par jour, est drastique dans les régimes cétogènes. L'apport est souvent inférieur à 30 grammes par jour au cours des premières semaines puis augmente pour atteindre environ 50 à 100 grammes par jour. Les glucides alimentaires peuvent être remplacés par des aliments riches en protéines ou en lipides dont la consommation n'est pas limitée, GLP, 15-55-30%. Plusieurs travaux ont montré que ces régimes entraînaient un meilleur contrôle de l'hypertriglycéridémie et de l'hypodlémie que l'approche hypolipidique habituelle. Ils sont toutefois difficiles à suivre pendant une longue période, ce qui limite considérablement leur intérêt. Régime méditerranéen. L'alimentation méditerranéenne est à la fois riche en glucides, 45-50%, et en lipides, 35-40% des apports énergétiques totaux, mais il s'agit d'acides gras monoinsaturés, 10 à 20% des apports énergétiques totaux. Ces qualités organoleptiques, influents sur les sens, sont appréciées des patients. Là encore, la difficulté est d'être hypocalorique. Régime à bas niveau calorique, LCD, ces régimes apportent 800 à 1200 kcal par jour et sont, par nature, difficiles à suivre et incompatibles avec toute activité sportive. Ils sont source de dénutrition et de carences multiples. Leurs durées doivent donc être soigneusement contrôlées. Le déficit énergétique est particulièrement sévère lorsqu'ils sont appliqués à des personnes obèses de classe 2 ou 3 dont les besoins énergétiques peuvent dépasser 3000 kcal par jour. Régime à très basse valeur calorique. Les régimes hypocaloriques sévères, VLCD, apportent 800 kcal par jour, voire un peu moins et 70 à 100 grammes par jour de protéines. Les diètes protéiques utilisent des préparations alimentaires, liquides ou solides, dont la teneur en macro et micronutriments est réglementée. Il est également possible d'utiliser des aliments naturels riches en protéines de bonne qualité et particulièrement pauvres en graisse, blanc de volaille, blanc d'œuf, jambon, fromage blanc. On parle de PSMF, protein sparring modifié FAST. Une supplémentation en potassium, 2 à 3 grammes par jour, et en vitamines est nécessaire. Les indications devraient être exceptionnelles selon les recommandations françaises et relevées du spécialiste. Le risque principal est le rebond pondéral dans les semaines qui suivent la fin du traitement. La perte de masse maigre est quasi inévitable. Elle paraît d'autant plus importante que le patient est moins obèse. Les complications graves, hypokaliémie, déshydratation, troubles du rythme cardiaque, malnutrition, sont rares lorsque les conditions d'utilisation sont respectées et notamment les contre-indications, maladie cardiaque, diabète de type 1, sujet âgé, toute maladie évolutive. Les substituts de repas, ces aliments dits fonctionnels, sous forme de barres ou de boissons, sont destinés à remplacer un repas. Apparu aux États-Unis au cours des années 1970 pour concurrencer les régimes hypocaloriques sévères, ils constituent en effet une alternative relativement efficace. Les patients y trouvent plusieurs avantages. Le problème du choix alimentaire ne se pose plus. Les apports de macro et de micronutriments sont connus avec précision. Ces produits peuvent être utilisés pour remplacer un ou plusieurs repas au cours de la journée, notamment à midi. Ils ne sauraient en aucun cas résumer l'alimentation. Tactique opposée, le no-dieting, ce mouvement anti-régime, développé au cours de ces dernières années, tire sa légitimité des excès nombreux et variés de certains traitements fantaisistes. Ainsi, tous les régimes seraient dangereux, car souvent inefficaces et potentiellement source d'effets secondaires, plus ou moins graves. Les défenseurs de cette attitude proposent d'autres solutions qui ont des points communs avec les thérapies cognitivo-comportementales, éviter toute restriction alimentaire, reconnaître les signaux internes de la faim et de la satiété pour mieux guider les choix alimentaires, s'accepter tel que l'on est. La prochaine vidéo on va parler de l'activité physique et l'approche cognitivo-comportementale. À très bientôt.